Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce premier webinaire de notre série Webinaire Pommes branchées 2026. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général des producteurs de pommes du Québec. Donc, la série de webinaires de cette année qui débute aujourd'hui vous est présentée par les PPQ en collaboration avec l'aide financière du gouvernement du Québec. Donc, on remercie notre partenaire principal. Et aujourd'hui, dans le fond, la thématique du webinaire, c'est modernisation, coût de production et rentabilité. Petit détail technique, donc on voit les gens là, qui assistent ici dans le webinaire. On vient de démarrer cette nouvelle expérience. Donc, s'il y a des problèmes avec l'image, le son, des commentaires, vous avez deux onglets dans votre écran. Donc, un onglet clavardage et un onglet questions-réponses. Si vous voulez bien, on peut s'en tenir avec l'onglet clavardage. Si vous avez des questions, des commentaires, on va suivre ensemble. Donc, on veut vraiment être participatif dans le webinaire. C'est le but d'un exercice comme celui-ci. J'espère que le son est bon pour tout le monde. Le son, l'image, encore une fois, s'il y a des problèmes, veuillez l'indiquer dans le clavardage pour qu'on soit au courant, parce que nous, en ce moment, on jase avec nos invités. Donc, je vous présente Sylvain Cahouette et Éric Saint-Denis, deux producteurs de pommes impliqués au sein du Comité sécurité du revenu des PPQ. Donc, ils sont bien placés pour parler du sujet d'aujourd'hui. Modernisation, coût de production et rentabilité. Sylvain, Éric, merci d'être là. Merci à vous. On va parler de ces choses-là dans l'ordre et dans le désordre, mais d'abord et avant tout, on veut prendre un moment pour que vous vous présentiez. Donc, je vous ai nommé brièvement, mais votre entreprise, votre cheminement en pomiculture, si vous voulez expliquer aux gens qui nous écoutent. Oui, bonjour à tous. Sylvain Cahouette. Je suis producteur dans la région des Chaudière-Appalaches, à Lillette. Notre entreprise a à peu près 12 hectares en pommiers, qui représente à peu près 50% des revenus de notre entreprise. Les variétés principales, McIntosh, Spartan, Cortland, Empire. Quand même une bonne proportion d'années crises depuis quelques années. Les nouvelles plantations, Ambrosia, Gallo aussi, depuis 2022-2023. Nos dernières plantations se font en murs fruitiers, 4000 pommiers à l'hectare. Aussi, l'autre partie de la ferme est compris de poiriers, bleuets pour environ 2 hectares. Puis aussi, on produit des légumes, maïs sucré, courges pour une douzaine d'hectares. Donc, une entreprise quand même assez variée, mais qui a toujours eu la pomme comme principale production. Puis ça fait plusieurs années que je suis impliqué au niveau du syndicat régional de Québec, aussi à certaines périodes sur le CA des PPQ, mais surtout impliqué au niveau coût de production. Je suis des enquêtes de coût de production depuis l'enquête 2001. Donc, ça commence, c'est la 5e, dans le fond. Okay. On va en parler justement des enquêtes de coût de production à travers les années. Donc, Éric, une autre région. Oui, bonjour, Éric Saint-Denis, la région des Laurentides, du verger Cœur de Pomme plus précisément. Avec ma conjointe, on exploite un verger d'environ 40 hectares qui a pris de l'expansion dans les dernières années, sur 3 sites, dont un, le principal, le premier, qui a été modernisé au fur et à mesure depuis 2003, qui est à 70% de pommiers nains. Il y a un autre site qui avait tout été arraché puis qui a été replanté complètement en neuf sur pommiers nains aussi. Puis un troisième site qui est plus en semi-nain parce que ça prend des pommiers qui produisent pour supporter la replantation. Alors, notre densité de plantation est un petit peu moindre, c'est entre 1500 et 2000 pommiers à l'hectare. C'était des gros projets de replantation. Il a fallu faire des choix pour arriver à faire des gros projets de replantation avec les coûts les plus réduits possibles. Et puis, moi, je côtoie Sylvain depuis le comité de coût de production, depuis l'enquête de 2006. J'ai été bout de temps administrateur à la fédération, donc c'est un peu le même cheminement là, membre du syndicat des pommes des Laurentides on and off pendant quelques périodes. Présentement, je suis membre du conseil d'administration des Laurentides.
C'est bon, fait que vous avez déjà les deux abordé un peu les sujets là, en parlant de modernisation, replantation, les coûts associés à ça, on va y venir. Mais je pense que ce qui est important pour les gens qui nous écoutent puis qui ne connaissent pas nécessairement en détail le secteur de la pomiculture au Québec, tu sais, on a toutes sortes d'inscrits aujourd'hui, là, et merci à tout le monde d'être là. Mais dans le fond, je pense que vous l'avez bien illustré en fait avec vos exemples d'entreprises où c'est un contexte très diversifié. Tu sais, il y a plusieurs modèles d'entreprise en termes de variété, en termes de techniques de production et également au niveau du marché aussi, dans les débouchés des pommes que l'on produit. On peut vendre à des emballeurs ou direct aux consommateurs, kiosque à la ferme, marché public, autocueillette. Donc, ça fait une grande diversité d'entreprises. Donc, notre discussion aujourd'hui tourne autour des éléments de coûts de production. Mais il faut savoir que tout ça, les études de coûts de production, c'est basé sur un échantillon des moyennes. On va y venir, on va présenter ça en détail dans un premier temps pour ensuite discuter des chiffres en question. Mais je pense que le message important à véhiculer, c'est qu'il y a plusieurs modèles possibles, il y a plusieurs modèles en production, puis on n'est pas là aujourd'hui pour juger d'un modèle ou d'un autre. Il faut vraiment, je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui existe comme données, ce qui existe comme outils, pour qu'après ça, chaque entreprise puisse utiliser ces données-là et ces outils-là à leur avantage pour mieux planifier puis mieux prévoir leurs opérations et leur production. D'accord avec ça? Tout à fait. OK, parfait. Une chance. Donc, dans le fond, là, la base de la discussion ici aujourd'hui, on a passé des introductions. En fait, on parle du portrait technico-économique de la production de pommes au Québec, qui a été fait sur les chiffres de 2022. Donc, c'est un document là, que peut-être, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran ici, mais si vous avez là, l'adresse, on peut les mettre dans la description, puis peut-être, pendant qu'on parle, je vais le mettre dans le clavardage un peu plus tard, mais sur le site des producteurs de pommes du Québec, donc dans la section producteurs, vous avez là, le document, on va le regarder à l'écran là, un petit peu plus tard, mais dans le fond, c'est une étude basée là, sur un échantillon d'entreprises. Et je pense que ce qui est important là, de souligner, c'est peut-être au niveau de la méthodologie puis de l'objectif. Donc, jusqu'à 2016, la pomiculture était sous ASRA avec l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Et il y avait une enquête ASRA qui était faite aux 5 ans. Donc, la différence finalement entre l'enquête ASRA avant, on disait que vous aviez beaucoup d'expérience depuis le début des années 2000. Je ne sais pas, Sylvain, brièvement, si tu veux juste expliquer la différence entre les deux, l'enquête ASRA qu'on avait avant puis le coût de production qu'on vient de mettre à jour. Là. C'est ça. Dans le fond, l'enquête ASRA, autrefois, était comme obligatoire pour pouvoir faire partie du programme ASRA. C'était renouvelé tous les 5 ans avec une indexation et une annualisation à chaque année. Une fois qu'on s'est retiré de l'ASRA, on n'était plus nécessairement obligé de faire d'enquête de coûts de production, sauf que c'est quand même utilisé au niveau de l'assurance récolte pour établir les prix unitaires. Puis aussi, c'est quand même intéressant pour pouvoir suivre l'évolution du secteur. Fait que les financières ont quand même sorti un programme, le programme APT, qui finance des enquêtes de coûts de production pour les secteurs qui ne sont pas sous ASRA. C'est quand même financé à presque 90% par la financière. Mais c'est des enquêtes plus légères, là, beaucoup moins approfondies par des visites de terrain. Naturellement, le budget est moindre, c'est 100 000 à peu près par enquête versus presque 1 million pour une enquête pour les coûts de production sous ASRA. C'est ça, il y a moins de vérification de terrain, peu de visites, mais plus d'utilisation des données financières des entreprises qui peuvent se retrouver directement à la financière. Fait que, c'est beaucoup plus léger comme processus. Par contre, la précision est quand même très, très bonne parce que l'échantillon est quand même assez gros. Mais on parle plus peut-être d'une précision sous le minot au lieu d'un sous le minot quand on était à l'ASRA parce que
À l'ASRA, ben, chaque sou de différence sur le coût de production représentait à peu près 50 000 d'indemnités supplémentaires pour la financière sur 5 ans. Ça fait que, dans le fond, on avait souvent des discussions importantes sur quelques sous en bout de ligne, mais qui faisaient une grosse différence. Là, en ce cas-ci, c'est pas nécessairement ça. On veut avoir juste un portrait du secteur, puis suivre l'évolution. C'est pour ça que c'est plus facile un petit peu à faire. Puis, Donc, dans l'étude, finalement, on a isolé et analysé là, uniquement l'activité pomme au niveau de la technique. Tu parlais chez vous, c'est diversifié quand même, mais euh, quand l'analyse est faite dans une entreprise diversifiée, vraiment, l'activité pomme est isolée dans les états financiers, techniques, financières, économiques. Puis, le but là, de ce document-là, c'est d'appuyer les décisions stratégiques du secteur et mettre à jour les références. L'étude ASRA n'avait pas été la dernière fois en 2016 et là, on a un coût de production en 2022. Donc, il y a quand même quelques années là, de différence. Puis, comme a mentionné Sylvain, ça sert à la financière agricole du Québec pour actualiser les coûts unitaires à l'assurance récolte qui a un impact là, finalement quand on a besoin de faire appel à l'assurance récolte en tant que producteur de pommes. Donc, l'analyse est basée sur des documents comptables, techniques fournis par les producteurs. Il y a un questionnaire structuré qui est fait avec des entrevues avec chaque exploitant, puis l'information financière additionnelle provenant des bases de données de la financière, justement, avec l'assurance récolte et les agris. On bonifie l'étude. Si on parle de la population visée, ben, c'est les producteurs spécialisés de pommes, une entreprise entre 1000 et 6500 unités arbres. Pour ceux qui ne connaissent pas, on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une unité arbre, mais c'est une unité assurable à l'assurance récolte. Donc, c'est vraiment l'unité qui est utilisée par la financière. Donc, ça fait partie de notre langage commun en pomiculture. Puis, au moins 50% des revenus de l'entreprise visée provient de la pomme, puis au moins 20% des ventes, c'est à un agent autorisé, donc un emballeur ou un transformateur. Et le reste pourrait être vendu directement aux consommateurs. Pour l'échantillon qui a servi à l'étude en question, c'est 17 entreprises conventionnelles. Il y a aussi un volet biologique, donc à l'étude. Par contre, étant donné la taille de l'échantillon, qui est juste de 5 entreprises biologiques pour ce volet-là, vous avez le volet biologique dans le rapport. C'est juste de préciser qu'il n'y a aucune pondération régionale et par taille en raison là, du faible échantillon. Puis que le modèle biologique québécois, quand même, là, demeure une structure économique différente de celle de la production conventionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu séparer les deux dans l'étude, puis pas tout mettre ensemble. La participation était volontaire. Les régions administratives qui ont participé sont la Montérégie, les Laurentides, l'Estrie. Donc, il y avait une belle représentativité régionale dans l'échantillon. Et les tranches de taille, là, donc entre 1000, 2500 unités arbres et 2500 et 6500 unités arbres. Donc, encore là, parce qu'on vise les entreprises spécialisées. Puis, le nombre de minots moyens qu'on a vu dans l'étude, donc par entreprise, si on fait fois 17 entreprises qui ont participé à l'échantillon, ça représente 560 000 minots, là, plus ou moins. Donc, on parle d'un échantillon qui représente 10,3 % de la production de pommes au Québec. Donc, ça, c'est quand même représentatif au niveau là, de la production totale du Québec. Mais la participation était volontaire, donc on a travaillé avec les entreprises qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Donc, tous ces échantillons-là, ce sondage-là, cette récolte de données fait en sorte qu'on arrive à une entreprise type. L'entreprise type, en fait, c'est la moyenne des moyennes et on arrive avec une entreprise qui est fictive un peu, mais dans le fond, qui est un peu, c'est ça, l'entreprise sur laquelle on se base, puis après ça, pour discuter des résultats. Donc, l'entreprise type, c'est un verger québécois moderne de 21 hectares, spécialisé, produisant environ 33 000 minots normalisés. Donc, il y a un ajustement des rendements là, pour tenir compte notamment des aléas climatiques d'une année à l'autre, pour avoir une année moyenne de production. Avec une main-d'œuvre principalement salariée, un coût de production avoisinant le 15 et 26 le minot. Donc, 15 et 26 le minot, on dans le punch là, tout de suite, là, le coût de production que ça a donné au final, c'est 15 et 26 le minot en 2022. Mais on va rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans ce 15 et 26 là, un petit peu plus tard.
Pour finir avec l'entreprise type, spécialisée en production de pommes, on l'a dit, donc entre 1000 et 6500 unités arbres. Une grande proportion de pommiers nains, 61%. Une rémunération du propriétaire de l'exploitant de 32 de l'heure, donc versus le taux horaire au Québec pour 2022 qui était de 30 et 66 selon l'enquête de la rémunération globale au Québec. Les superficies totales exploitées, 52,6 hectares, comprenant les terres en propriété en location, 21 hectares en verger, productifs, non productifs et arbres compagnons. Et puis, si on isole vraiment la superficie en production de pommes, 18,5 hectares. Donc, on exclut les superficies qui sont en implantation, qui ne sont pas encore en production. Puis, on inclut par contre les chemins de ferme là, qui comprennent ça. Fait que ça va être juste des données sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard. Au niveau de l'irrigation, 76% des entreprises utilisent l'irrigation goutte à goutte. L'entreprise type est 7,3 hectares, donc 34% du verger. La répartition des types de porte-greffes, donc on a les deux ici, conventionnels et biologiques. Dans le modèle conventionnel, on a 61% de nains, 22% de semi-nains et encore 17% de standards. Dans le biologique, il y a un petit peu plus de nains et de semi-nains, moins de standards. Par contre, encore, je rappelle que l'échantillon biologique était plus restreint avec seulement 5 entreprises. Donc, l'entreprise type biologique ici est peut-être moins représentative, mais elle est moins représentative certainement des entreprises, alors que le conventionnel, on a plus d'entreprises qui participent. Ça va jusqu'à maintenant. On va comme continuer dans l'entreprise type, là, juste pour établir le contexte et l'état de situation. Peut-être juste pour rajouter sur l'entreprise type, dans le fond, c'est des choix toujours un peu qu'on fait au niveau des comités. Le choix d'aller entre 1000 et 6500 unités arbres, c'est pour garder une continuité par rapport au modèle précédent, pour avoir des entreprises relativement similaires, pour pouvoir faire une comparaison plus adéquate. Quand on était à l'ASRA, ben, c'était établi en fonction d'une entreprise type qui peut faire vivre une famille normale. C'est pour ça que c'est des ordres de grandeur qui sont définis, qui sont choisis, mais qui évoluent dans le temps, parce que quand on a commencé en 2001, par exemple, l'entreprise type produisait 17 000 minots. Maintenant, un peu plus de 20 ans plus tard, on est rendu à 33 000. Fait qu'on voit qu'il y a une évolution. Les entreprises grandissent quand même, mais toujours dans le but de faire vivre une famille normale. Ouais. Ben, on a une question justement dans le clavardage par rapport au rendement, notamment de la qualité versus la quantité. Donc, ça tombe bien, là, c'est la prochaine information sur l'entreprise type. Comme j'expliquais, là, il y a des rendements normalisés, donc il y a des ajustements pour le climat pour éliminer l'effet des années atypiques, donc d'avoir une année normale de production. Comme disait Sylvain, là, 32 962 minots de l'entreprise type, alors qu'on était à 17 000, fait que une évolution dans la production. Justement, les rendements ici sont par unité arbre en termes de quantité versus qualité. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter la quantité versus la qualité de l'entreprise type, la représentativité de ça. Qu'est-ce qui vous a... Ben, je pense que ça va s'illustrer bien aussi avec quand tu détailles les coffres là, dans la prochaine slide. Un point qu'on pourrait ajouter quand tu disais là, excluant les pommiers en implantation puis incluant les chemins, ça veut dire que faut faire attention quand on va calculer des rendements sur une parcelle, on va y aller en excluant les chemins la plupart du temps. Là. Ça, c'est nos parcelles sur lesquelles on met des produits phytosanitaires. Fait que c'est juste les pommiers, on compte pas les chemins. Donc, on peut estimer peut-être un 10% là, de moins dans la superficie, ce qui aurait pour effet de rajouter au tonnage au rendement à l'hectare un 10% environ. Là. Ben, c'est ça, la proportion de fruits de qualité, comme tu dis, là, on va y revenir, 52% conventionnel, 45% en biologique. 71% des volumes sont dirigés vers les emballeurs pour classement commercial. Puis ici, là, on a les volumes, donc les coffres, après normalisation et redistribution. On parle de 1346 coffres envoyés à l'emballage. Et sur ces coffres-là,
On a 955 coffres qui ont été classés, donc qui ont passé les normes de qualité, là, Pomme Qualité Québec, pour être classés soit en sac ou en cellule, et 391 coffres là, déclassés. Donc, les pourcentages, je ne peux pas les faire dans ma tête, là, mais vous voyez un peu les questions. Puis la transformation, donc il y a quand même un certain nombre de coffres qui sont envoyés directement à la transformation sans passer par le plan d'emballage, donc soit au jus standard ou à la sauce, là, la compote ou le jus au palaisan, donc le peeler. Puis aussi une certaine proportion de pommes à chevreuil pour un total de 1832 coffres. On parle encore d'entreprise type ici, c'est sûr que ça peut varier d'une entreprise à l'autre. Effectivement, parce que c'est une moyenne, ça fait qu'à l'intérieur du coût de production, souvent, on a toujours une grande variation. Il y a des entreprises qui font beaucoup plus de transformation. Il y en a d'autres qui font beaucoup plus de qualité. Mais si on prend l'ensemble de la moyenne, ça se rapproche beaucoup de la banque de données des PPQ, de la moyenne provinciale. Il n'y a pas de gros écarts. C'est assez semblable de ce côté-là aussi. Puis, après ça, on va parler de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, encore une fois, de l'entreprise type. On parle d'un total de 10 693 heures, avec une répartition de 61 vers les salariés, dont 77 en travailleurs étrangers temporaires, 22 des heures faites par les exploitants, 10 de forfaitaires et 6 de familles. Donc, questions, commentaires là-dessus? Encore là, on voit que l'évolution c'est assez semblable aux anciens modèles. Il y a peut-être juste un petit peu plus d'efficacité au niveau de la main-d'œuvre, là, un petit peu moins d'heures par minot. Il y a des travailleurs étrangers temporaires dans le modèle aussi. Ça, c'est la principale différence. Ouais. C'est qu'autrefoors, on avait beaucoup plus de travail fait par les forfaitaires. Ça a été beaucoup remplacé par les travailleurs étrangers. Donc, ça vient, c'est la nouvelle réalité, effectivement. Donc, ici, dans le fond, on a les résultats du coût de production. Si vous allez, dans le fond, avant de les regarder en détail, je peux peut-être partager mon écran pour montrer aux gens, là, juste prendre un moment ici là, pour vous montrer, en fait, sur le site Les producteurs de pommes du Québec. Vous voyez le site? Donc, producteurdepommes-du-québec.ca. Dans la section producteurs ici, il y a une section économie. Puis dans le sous-onglet, vous avez coût de production. Donc, coût de production ici, vous cliquez sur le portrait technico-économique là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le document en question avec les chiffres de 2022. Rappelons-le, là, tout ça, l'entreprise type puis les coûts de production qu'on va voir en détail dans un instant, c'est vraiment les chiffres de 2022, basés sur les états financiers 2022 des entreprises qui ont participé. Mais ensuite aussi, on a, vous voyez ici un tableau des coûts de production indexés. Donc, en se basant sur les chiffres 2022, la financière agricole du Québec, avec les multiplicateurs d'indexation selon les coûts, donc main-d'œuvre, essence, etc., a actualisé indexé, c'est-à-dire les coûts de production pour la saison 2023 et 2024. Donc, ces tableaux-là sont disponibles également. Puis, on a aussi en référence là, la dernière étude des coûts de production de 2016 qui est là aussi. C'est des outils à servir. Donc, si on clique là, sur le document en question, on parle du coût de production. Donc, c'est le tableau 12 du coût de production. Et vous avez là, chacun des frais variables, frais fixes, etc., qui nous mènent là, finalement à un coût de production de 15,26 le minot. Mais parlons-en là, ici, tant qu'on revient là, avec les résultats globaux. On a un coût de production, un coût total de 503 117 donc, c'est ça, 15,26 le minot, 23 948 par l'hectare. On a le biologique aussi, donc qui est 80 plus cher à produire là, selon l'échantillon en termes de dollars le minot. Les postes les plus importants, main-d'œuvre additionnelle,
29% pesticides, entreposage, rémunération de l'exploitant. C'est ça, la production au verger jusqu'à la récolte, ça inclut l'entretien, la main-d'œuvre, les intrants, l'irrigation, les remplacements des pommiers aussi, qui est un coût là, quand même non négligeable. L'entreposage à forfait ou à la ferme. Et on exclut les opérations de transformation ou d'emballage qu'il pourrait y avoir sur l'entreprise. Peut-être juste un petit point sur les frais d'entreposage, que certains, quand ils regarderont les différentes items en particulier, vont peut-être trouver que les frais d'entreposage sont bas, mais ça vient du fait qu'il y a une partie des entreprises qui ont le propre poste d'entreposage. Ça fait qu'à ce moment-là, il y a une partie des dépenses qui se retrouvent au niveau de l'électricité, de l'entretien et réparation des équipements, des bâtiments. Donc, les coûts sont répartis sur différents items. C'est pour ça que le frais d'entreposage comme tel est plus bas que par rapport à quelqu'un qui fait uniquement de l'entreposage à forfait à l'extérieur. Ouais, Tu ne te retrouveras peut-être pas là-dedans, mais il faut tenir compte que c'est dans plusieurs items différents. Eric, sur le global, après ça, on va aller dans le détail. Le global du coût de production, les résultats de l'entreprise type, première fois que tu as vu ça, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Ben non, on avait, ben moi, celui de 2016, il était un petit peu décevant. Je trouvais qu'on captait pas bien la présence des TET. Puis on l'a mis, en tout cas, l'échantillon, c'est l'échantillon, ça, c'est pas le comité qui décide, là. C'est les méthodes d'échantillonnage qui font qu'on a tel échantillon. En 2016, il y avait déjà beaucoup de TET, puis on le voyait pas autant dans le modèle, mais cette fois-ci, on le retrouve plus, là. C'est le fait saillant, là. Fait que, je vous rappelle, s'il y a des questions dans le clavardage, mais on va y aller avec. Là, on a établi le contexte. Le coût de production, on le connaît, c'est basé, on sait, sur un échantillon, les moyennes, OK. Ça, c'est les faits. Maintenant, on rentre dans le premier sujet de discussion, les économies d'échelle. Ouais, là-dessus, on avait. Ça n'a pas été fait en 2002 parce que c'était un coût de production réduit, là. Mais 2022. en 2022, oui, excuse. En 2016, par contre, il y avait eu un portrait économique des grandes entreprises qui avait été fait. À ce moment-là, on voulait savoir s'il y avait des performances différentes de beaucoup chez les plus grandes entreprises. Te souviens-tu, c'était quoi la définition d'une grande Ouais, ben, la définition, je pourrais pas te la dire par cœur, là, mais j'ai le. plus grande de Ouais, mais je pourrais te dimension? donner les statistiques, par exemple, là, de la plus grande entreprise. Il y avait 7 entreprises dans cet échantillon-là. C'était une superficie de 106,8 hectares, 182 647 minots et pour 13 978 unités arbres. Donc, ça avait été enquêté pour voir s'il y avait une différence avec le modèle. Un modèle sur cette entreprise plus grande, voir les différences. Il n'y avait pas tant de différence que ça. En fait, les frais fixes et variables étaient un petit peu plus élevés. Puis la rémunération de l'exploitant était un peu plus basse aussi. Parce que le diviseur est beaucoup plus gros en nombre de minots là, par exploitant. Fait que, mais la conclusion de ça, c'est que il n'y avait pas tant d'économies d'échelle là, chez les entreprises de plus grande taille en 2016. Puis c'est un échantillon de cette entreprise, là. Mais quand même, ça avait été enquêté. Ça nous a donné une idée. Les entreprises du modèle étaient quand même bien positionnées par rapport aux plus grandes entreprises. Puis, dans le fond, c'est quand on grossit, oui, il y a un certain effet d'économie d'échelle, mais on peut dépenser plus en main-d'œuvre. De supervision, probablement, qu'on peut penser, là. Plus de niveau hiérarchique, il y en a plus grand à gérer, là. Ah oui. C'est bien des économies d'échelle, on peut le voir. Ben, oui, normalement, on a des économies d'échelle sur les frais fixes, généralement. Mais au niveau du coût de production, l'économie principale est justement au niveau des frais monétaires reliés à la rémunération de l'exploitant. C'est sûr que les très grandes entreprises
Bon, ben, ils ont 5 fois plus de pommes en moyenne. Fait que ça permet de répartir le salaire de l'ouvrier spécialisé sur un plus grand nombre, ce qui fait une baisse de ce côté-là. C'est surtout à ce niveau-là qu'il y avait une économie. Puis à ce moment-là, la financière, c'est ce qu'ils recherchaient de voir là, au niveau du programme ASRA. Euh, mais souvent, on avait dit que oui, il n'y a pas tant d'économie d'échelle que ça au niveau des coûts, des frais variables, parce que ça reste que les frais variables sont un petit peu pareils pour tout le monde, peu importe la taille, là. Puis ça, effectivement, ben, il n'y avait pas tant de différence que ça. C'est qu'on on peut pas nécessairement dire que nos entreprises sont moins performantes parce qu'ils ont juste 20 ou 30 hectares, là. C'est quand même, il y a moyen d'être performant, même à plus petite échelle un peu. Absolument. C'est pas une question de taille nécessairement, c'est une question d'efficacité à l'intérieur du modèle qu'on a. Donc, c'est un sujet de discussion. Si vous voulez intervenir dans la discussion, ceux qui nous écoutent actuellement, non en rediffusion, mais si vous êtes en rediffusion, ça va être rediffusé, comme je ne l'ai pas dit au début, ça va être rediffusé sur YouTube. Fait qu'il y a la section commentaires aussi pour vous avez des questions après coup. Mais la question, c'est économie d'échelle en pomiculture, quels sont les potentiels? Puis on vous surveille là, dans le chat, dans le clavardage, comme on dit en français. Si vous voulez poser vos questions ou faire vos commentaires, on peut y revenir par la suite. Donc, le coût de production est global, il est basé sur des moyennes. Là-dedans, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes parcelles aussi. Bon, il y a une question qui est apparue, qu'on me dit. Donc, la question, c'est est-ce que la pomme échantillons sont certifiés Canada Gap? Souvenez-vous, la plupart de l'échantillon était Canada Gap, j'imagine, parce qu'ils vendent à des emballeurs. Donc. Oui, c'est ça. Il faut que la majorité des ventes se fasse auprès des agents autorisés. Ouais. Fait que, automatiquement, 100% des entreprises enquêtées étaient Canada Gap. Puis les coûts engendrés par Canada Gap sont aussi captés dans les différentes catégories. Souvent, ça peut se retrouver dans les frais variables fixes. Là, au niveau des autres frais, c'est probablement là qu'on en retrouve les cotisations pour Canada Gap, puis aussi les frais d'inspection. Oui, dans le fond, là, contribution, frais d'entreposage, recherche là, où serait inclus le Canada Gap, mais ce serait probablement autres frais. Ouais. Autres frais dans les frais fixes. Là. OK, dans les frais fixes, parfait, oui. Ici, là. Ça, c'est des frais qui sont répartis sur l'ensemble de la production, qui ne sont pas nécessairement reliés à la grandeur du verger. Parce que là, pour un verger, dans ce cas-là, de 10 hectares ou de 30 hectares, c'est sensiblement les mêmes coûts qui sont associés avec la certification. Parfait. Donc, je fais une petite respiration. Je vais prendre une petite gorgée aussi. Parce que là, on va rentrer dans l'autre sujet. Donc, la rentabilité. Donc, pour animer cette discussion-là sur la rentabilité, on a demandé en fait, je ne l'ai pas dit, le CECPA. Bonjour aux gens du CECPA qui nous écoutent. Le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Donc, c'est eux qui ont fait l'étude, en fait, qui ont fait l'échantillon, qui ont fait l'enquête, qui ont analysé les états financiers des entreprises qui ont participé et qui ont fait le rapport finalement. Donc, leur logo est sur la page couverture, donc c'est d'évidence. Mais on a demandé au CECPA de nous faire des analyses complémentaires en se basant sur les données 2022. Donc là, il faut le dire, dans les données 2022. Et on a décidé de tenter l'expérience d'une analyse de sensibilité. Donc là, c'est derrière nous, vous l'avez devant vous. Juste pour mettre la table, dans le fond, on a un tableau de sensibilité de la marge d'exploitation avec certaines charges variables au minot
en dollars par hectare productif. Donc, prenons ça par morceau. La marge d'exploitation avec certaines charges variables. Expliquer, Sylvain, comment on a fait nos choix là-dedans. Oui. C'est ça, au niveau dans le fond, le coût de production se sépare en frais variables, frais fixes, qui sont les frais monétaires directement déboursés par l'entreprise à chaque année. À ça s'ajoute après ça l'amortissement, qui est oui, c'est une dépense comptable, mais ça reste que c'est des argents qui ont sorti de l'entreprise à un certain moment donné. Puis c'est calculé quand même sur une base, c'est réparti sur une base annuelle, c'est ça l'amortissement, ça fait que ça fait partie aussi des frais. Puis on a la rémunération de l'exploitant aussi qui est inclus. La seule partie qui est exclue, c'est au niveau de la rémunération de l'avoir du propriétaire, que l'on n'a pas tenu compte au niveau de la marge. Ce qui nous donne pour 2022, pour les chiffres de 2022, 14,64 de frais de coûts de production. Pour faire notre tableau, ben, dans le fond, on sait que une marge de sensibilité, on veut faire varier nos coûts selon les rendements. Ça fait qu'on sait qu'une bonne partie des frais variables et des frais fixes restent les mêmes. On prend pour acquis qu'au niveau des engrais, des traitements, du travail, de la taille, ça reste la même chose, peu importe le rendement. Il n'y aura pas vraiment de différence de ce côté-là. Ou est-ce il y a certaines charges variables qui vont varier selon le rendement. Là, on parle surtout de la main-d'œuvre liée à la récolte, les frais d'entreposage, les frais de plan conjoint, tout ça. Ces parties-là ont été variées selon le rendement. Donc là, ça fait bouger la marge d'exploitation. Ça fait bouger la marge d'exploitation. Ça nous permet d'avoir une marge qui va varier selon les rendements qu'on va sortir. Donc, en haut du tableau, c'est les rendements. Donc, complètement, on a les minots à l'hectare. Pour ceux qui sont plus familiers avec les minots, on rappelle, un minot, 42 livres. C'est ça. Mais si on passe au système métrique, on a des tonnes hectares. Donc, on fait varier là, de 5 tonnes hectares, en haut passant de 20 à 50. Juste sur cet élément-là de rendement, Éric, tu as d'autres choses à dire, là, juste pour bien contextualiser? Peut-être juste un petit rappel, ça inclut les chemins. On peut rajouter 10% au diviseur à peu près, là, comme je disais tantôt, là, pour avoir des. Pour que, on ne compte pas les chemins quand on compte notre tonnage. Là. C'est parfait. Puis, donc, ça, c'est l'abscisse. Et en ordonnée, on a les prix en dollars le minot ou ensuite en dollars le kilo. Mais c'est le prix de la belle pomme. De la belle pomme, effectivement. Donc, on a des rendements globaux, toutes les pommes confondues, qui s'en vont à la transformation, qui se font classer et déclasser potentiellement. Mais on a un prix qui varie pour seulement ce qui est rémunéré en pommes classées, donc qui ont passé les normes de qualité là, sur lesquelles on reçoit une meilleure rémunération. Pourquoi on a fait ce choix-là? Ben, c'est parce que c'est toujours difficile un petit peu quand on voit le coût de production, notre 15,24 $, il faut l'imaginer sur l'ensemble de nos pommes. Souvent, on va avoir tendance à dire quel prix on a besoin d'avoir pour notre pomme, notre belle pomme. Mais le coût de production, lui, est établi pour l'ensemble des pommes du verger, là, pour 100%. Ça fait que des fois, c'est difficile de voir un petit peu notre coût de production versus les prix qu'on reçoit en bout de ligne. Fait que c'est pour ça qu'on a parti avec l'hypothèse que notre prix de pommes de transformation était fixe. On a gardé les prix de 2022 en ne faisant pas varier le prix de la pomme de transfo. Nos tonnages à l'hectare, quand ils varient, ben, le pourcentage de qualité reste toujours le même. Fait que si on applique le même pourcentage de qualité qu'on obtient dans le modèle, peu importe qu'on soit à 25 ou 50 tonnes à l'hectare, c'est le même pourcentage. Fait que ça nous permet de suivre plus facilement là, avec la différence de prix de pommes fraîches au minot, de voir vraiment l'impact que ça a sur notre rentabilité. OK, mais parlons-en. Là, on rentre vraiment dans le contenu du tableau.
Première impression, premier élément que vous voulez souligner, Eric, peut-être, je ne sais pas. Ben, si on voit la référence, là, la référence de 35 tonnes à l'hectare du verger type, là, ben on voit, c'est la ligne gris, plus foncée, elle sort en vert, là. Fait que on voit qu'on a un point mort là, à 1,20 du kilo, donc 22,90 la livre, tout en... 90 le minot. Ouais, excuse. 22 pièces la livre, ça serait bon. Ben, 22,9 le minot pour tant le sac que le trait. c'est là, ça. moyen. C'est combiné. C'est fait que là, tu sais, quand on dit le coût de production, je vais le répéter dans d'autres mots, là, tu sais. Si on dit le coût de production il est à 15,26, puis ben, avec un prix à 16, on est correct pour la belle. Non, non, c'est toutes pommes confondues. Donc là, on a un peu la représentation qu'à ce tonnage-là, il fallait que la belle sac et cellule combinées soient à 22,90 le minot. Ben, Là, deux autres choses que j'en remarque beaucoup du tableau, c'est que si vous avez des très faibles rendements, des 20-25 tonnes à l'hectare, ça va mal. Ça va mal chez vous. Peu importe le prix, il n'y a pas vraiment moyen d'avoir de la rentabilité. Il faut vraiment chercher à avoir un rendement décent, un rendement intéressant. Par contre, si on en regarde à l'autre extrême, quand les prix sont très bas, même si on est des champions de rendement, on n'est pas plus avancé. C'est pas ça qui va nous sauver. La table s'arrête à 50 tonnes à l'hectare, mais on aurait pu la continuer pour des prix de 15 du minot. Il faudrait avoir des rendements de 75-80 tonnes probablement pour réussir à seulement arriver à couvrir nos frais. C'est là qu'on voit que ça prend vraiment deux éléments. C'est Jean Fortier, notre ancien PDG, c'est une Naturpac qui nous disait toujours, si on fait de l'argent, ça prend deux choses. Ça prend du volume et ça prend des prix. On a beau avoir le meilleur produit possible qu'on vend à des prix exorbitants. Si on en vend 2 ou 3 par année, ça ne marche pas. Et à l'inverse, on peut vendre des quantités énormes. Si on n'a pas de prix, on n'est pas plus avantagé. On voit là, par la table de sensibilité que oui, ça nous prend du rendement, mais ça nous prend des prix aussi pour réussir à dégager une marge de rentabilité. Puis, il ne faut pas oublier naturellement que ça, c'est des prix qui sont de 2022. Par rapport à 2024, la dernière indexation qu'on a, c'est déjà 1,50 $ de plus. On sait déjà que pour 2026, que le salaire minimum va augmenter beaucoup. C'est notre principal coût. Il faut pratiquement dire que c'est 2 $ de plus par rapport à pour 2026. Ouais. On pourrait refaire le même tableau, mais avec pratiquement 2 $ de plus du minot. Donc, on n'a pas encore le coût de production indexé pour 2025. Ça va être disponible très bientôt. Très bientôt, on va essayer de le mettre dans la même section du site des producteurs de pommes du Québec. Puis ce tableau-là aussi, en fichier Excel, on va le déposer sur la même section économie si vous voulez vous y référer et regarder un peu la nature des calculs. Donc, c'est le deuxième point de discussion. Oui, tu avais quelque chose déjà? Ouais, ben, moi, je veux juste. Tu sais, quand on parle de tonnage à l'hectare, là, ce qui revient souvent, c'est pareil comme quand on fait des visites de verger, là, on a toujours tendance à emmener le monde voir nos belles parcelles. Fait que dans notre entreprise, on compile les rendements par parcelle depuis une vingtaine d'années, toutes les parcelles, toutes les variétés séparées. Puis on sépare la sauce puis le jus aussi, c'est assez d'ouvrage là, dans le jus. Là. Séparer celle-là vient de telle parcelle. Là. Ouais. C'est pas évident, mais pour avoir des données, Balance à tout mettre faut que tu le dans le fasses si tu veux des données qui veulent dire quelque chose, parce que Ouais. des années de grêle ou de pommes qui tombent, ton jus, il rentre dans ton tonnage pareil. Là, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde peut penser, j'ai une parcelle à 60, à 70, à 80 tonnes, et plus même des fois, des grosses parcelles hyper productives de Macintosh. Là. Mais avoir des moyennes là, sur 17 entreprises,
de 35 tonnes, puis si on enlève peut-être le pourcentage de chemin, peut-être c'est 36, 37, 38 tonnes à l'hectare, on se rapproche un peu du target qu'il y a dans le budget CREAC là, pour les pommiers nains, puis ce qu'on entend dans la littérature souvent. Puis sur une moyenne, là, moi, avant d'avoir des préjugés sur le modèle, là, sur une moyenne de 17 vergers, là, moi, je le vois, les parcelles qui performent, puis il y a toujours une parcelle qui ne performe pas quelque part. Là, tu parles d'un 25 tonnes. C'est pas toute une entreprise qui est à 25 tonnes, mais il y a quelque part une parcelle qui est à 25 tonnes. Puis ça plombe ta moyenne. Fait qu'avoir une moyenne à 40 tonnes hectare ou dans les environs, c'est déjà quand même assez bien. Là. Fait que notre modèle est quand même assez performant, là, si on veut dire. Fait que c'était, si je peux retrouver ça, oui, donc le deuxième point de discussion avec l'analyse de sensibilité pour parler de rentabilité avec une marge d'exploitation. Résumé, c'est ça. Comme disait Sylvain, ça prend du rendement, ça prend des prix. Encore une fois, j'invite les gens qui nous écoutent, si vous voulez réagir à ce qu'on présente, ce qu'on dit, ce qui est à l'écran, gênez-vous pas, donc dans le clavardage, un autre élément là, sur lequel on peut revenir. Donc, pour enchaîner avec ça, donc on parlait de prix. Donc, on va regarder l'historique de prix finalement dégagé là, avec la base de données des producteurs de pommes du Québec. Ici, on a une diapositive qui, dans notre rapport annuel, qui est également sur le site Internet. Donc, si vous voulez vous y référer, là, les données sources sont à la base, c'est la base de données des PPQ. Donc, ce qu'on reçoit là, comme information des pommes vendues aux agents autorisés en valeur transformateur et compilées là, au plan conjoint. Donc, en bleu, ici, on a le prix moyen de la pomme fraîche. Donc, comme on parlait, la cellule qui est habituellement un petit peu plus payée un petit peu mieux, avec un calibre plus élevé, et la pomme en sac, donc le prix moyen de la pomme fraîche. Et en rouge, le prix moyen de la pomme transformée, donc jus standard, jus évaupalescent, compote, donc peeler, pomme à chevreuil également. Et finalement, la moyenne des deux là, en vert ici avec les triangles. Donc, avec le coût de production, on parlait de 2022, auquel on se référait, là, le modèle de base, c'est 2022, qu'on a les prix ici. Puis, les prix ont évolué en 2023-2024 et la dernière saison là, de commercialisation qui s'est terminée à la fin juillet 2025. Il y a eu une grosse récolte en 2024, à l'automne 2024. Donc, ça a amené une baisse de prix. Et on voit l'effet ici, là, donc 15 de moins pour la pomme fraîche par rapport à 2023. Puis 22 moins par rapport à 2023 pour la pomme transformée. Donc, dans la prochaine diapositive, en fait, on remet en perspective ces mêmes données-là. Le graphique change d'allure un petit peu là, avec les couleurs, mais c'est les mêmes données. Mais on met en parallèle les coûts de production. Donc, à la dernière enquête de coûts de production si je peux regarder ici, là, en 2016, donc l'enquête ASRA dont on parlait, le coût de production était à 10,32 le minot. Et le coût de production qu'on a fait avec le CECPA pour les données 2022 est à 15,26. Et en bleu, ici, on a l'indexation de ce coût de production-là, donc qui était à 16,34 pour la 2023 et à 16,80 pour 2024. Donc là, on parle de 2024-2025, donc la plus récente année de commercialisation terminée. Éric, de qualifier cette année-là? La tempête parfaite. Oui, on s'est questionné puis on a fait un exercice. En partant, tout comme on en a fait dans la table de sensibilité de tantôt, là, si on fige le prix de la sauce qui était à 3,95 en 2024, Oui. ça mène, mettons qu'on aurait voulu rencontrer notre coût de production sans la rémunération de l'avoir pour être encore comparable avec le tableau de sensibilité. Pour clairer
le point mort là, pour arriver, break-even, là, ça nous aurait pris 27 et 22 pour la belle. À cause que le prix de la transformation a baissé. Mais à cause que tout le marché a baissé, là, tu sais. Voilà. Tu sais, on peut rajouter, c'est à peu près 50-50 la transfo puis la belle dans le modèle, là, c'est 52-48. Fait qu'on peut dire, si le prix de la sauce avait été à 6, peut-être ça aurait été 25$ que ça aurait pris, là. Vite, là. En prix moyen de la belle. De la belle. Ça veut dire que pour cette année-là, les pommes qui tiraient le tout vers le haut, il y avait juste Honey Crisp puis le trait de Gallup et d'Ambrosia. Qui sont En rémunérés plus prix, cher que les... en prix fixé, là. Mais bon, on s'entend que c'est la baisse de prix de la transfo aussi. C'est des vases communicants, là. Fait qu'il faut quand même avouer que un a un impact sur l'autre quand tu veux éclairer ton coût de production. Puis si on le fait aussi en enlevant pas juste la rémunération de la voie du propriétaire, mais on enlève aussi la rémunération de l'exploitant, puis on enlève l'amortissement, puis on fait juste rencontrer nos frais fixes, nos frais variables, bien, le prix que ça aurait pris, c'est 20,97. 20,97, mais on est encore en bas de ça. On était à 19,33, principalement causé parce qu'il a fallu. On a baissé à 15$ sur le sac. À 15 $ le minot pour les 4 grandes variétés, le McIntosh, Empire, Cortland, Spartan emballé en sac. Ce qui a amené la moyenne de la fraîche à 19,33 cumulatif pour l'année. Ça, c'était en décembre. L'année était déjà quand même commencée. Mais le prix de la cellule est resté pareil, donc c'est là qu'on voit la baisse. Moi, ça frappe aux yeux là, quand on regarde ça. En fait, l'écart entre le coût de production puis le prix moyen, là, toutes pommes confondues, fraîches et transformation, l'écart entre le coût de production et ce prix moyen-là n'a jamais été aussi grand. C'est vraiment une année exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Oui, si on remonte depuis 2012, c'est exceptionnel parce si on aurait remonté le graphique beaucoup plus loin en arrière, au début des années 2000, on était régulièrement, le prix moyen était régulièrement en bas de notre coût de production. C'est pour ça que dans ces années-là, on était à l'ASRA, puis l'ASRA intervenait presque à chaque année. Le moment de soulagement est arrivé en 2012, quand presque tout le nord-est des États-Unis puis de l'Ontario ont connu des épisodes de gel au printanier. La quantité de pommes disponibles était minime, ça fait que les prix ont... Mais le Québec avait des pommes. Le Québec avait des pommes, puis les prix ont explosé. Après, on était pas pour garder ces prix-là pendant de nombreuses années. Ce qui fait qu'on avait effectivement une courbe, là, notre coût de production suivait le prix moyen. Puis là, on a eu ça jusqu'à 2023, là, jusqu'à une cassure, là, que là, on se retrouve effectivement avec un écart en 2024 majeur. Puis probablement que les chiffres de 2025 ne seront pas beaucoup meilleurs. Parce que là, 2025, on est à 18 $ le minot pour le sac, donc ça a remonté avec une augmentation de la cellule aussi à 24 $ le minot. Mais on a des chiffres que tu nous disais là. La transport est un petit peu mieux aussi. Et également, ça peut soulager. Mais le coût de production a augmenté en 2025 aussi. Ça fait qu'on va être encore probablement peut-être que les gens vont probablement réussir à rencontrer le frais variable, peut-être un peu mieux qu'en 2024, mais ça reste que c'est une situation qui peut pas... les entreprises ne peuvent pas survivre longtemps comme ça, parce que là, c'est plus un mode survie. C'est sûr que dans ce temps-là, les développements sont limités. C'est difficile de replanter quand il n'y a pas de rentabilité, quand il n'y a pas de revenus qui rentrent pour financer les nouvelles plantations. Ben justement, la nouvelle plantation, on rentre dans la première thématique. Donc, on a pris un peu les choses par le milieu en début, coût de production. On a parlé de rentabilité avec les marges. Le premier thème, c'était, on avait dit en premier, modernisation. On finit par le début.
Sinon, à part ça, pour les prix, y a-t-il d'autres choses que vous voulez rajouter? Est-ce qu'on a tout dit là, par rapport? On comprend là, que le coût de production s'en va pas en diminuant. Ouais, les augmentations du coût de la main-d'œuvre, les intrants. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur la majorité Exact. des items. L'hydro va continuer à augmenter les coûts d'électricité, le salaire minimum va continuer à augmenter. La seule chose que les entreprises peuvent faire, c'est tenter d'être plus performantes. Sauf que on sait depuis longtemps que les producteurs de pommes sont déjà très performants. Il n'y a pas de dépenses vraiment superflues dans les enquêtes de coûts de production. On voit pas de renouvellement majeur de machinerie comme dans certaines productions qui avaient des revenus un peu plus intéressants, puis qui avaient peut-être des dépenses un peu plus discrétionnaires. Habituellement, au niveau de la pomme, c'est vraiment déjà, les gens sont déjà très efficaces. Fait que c'est difficile d'aller chercher. Il y a toujours des moyens d'aller en chercher un petit peu plus, d'aller chercher quelques économies, mais la marge de manœuvre est quand même limitée. Fait qu'il faut en être conscient. Oui, ben, il y a toujours deux côtés, là. Il y a le prix, il y a les coûts de production, les revenus, les dépenses. Il faut travailler sur les deux en même temps, je pense. Tu sais, Bon, oui, point de discussion. faut le dire, là, 2024, le prix était trop bas pour rien, là. Ça n'a pas fait vendre plus de pommes, là. Mais faut pas non plus s'empêcher d'être rigoureux sur le coût de production. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Performant, rigoureux, s'améliorer. Point de discussion, optimisation des opérations. Hmm. Peut-être des potentiels. Il y a peut-être un exemple, Éric, que tu as vu, mais sinon, on est ouvert à la discussion également. Des bonnes idées pour optimiser les Ouais. opérations, là. C'est pas à deux qu'on va avoir le monopole, là. Tous les producteurs recherchent ça sans arrêt. Mais tu sais, on en parle régulièrement, là, regrouper les opérations. Tu sais, il y a des producteurs qui vont arroser et faucher en même temps. En un Tu sais, passage, dans le ouais. verger, diminuer le nombre de passages. On parle beaucoup de diminuer le temps des travailleurs. Mais dans notre modèle, il n'y a pas juste le travailleur, parce que ceux qui sont là 365 jours par année, c'est les exploitants. Puis ça représente quand même un gros pourcentage Des du heures. temps, Ouais. des heures données dans le verger. Puis, tu sais, tu peux cibler, OK, tu veux réduire les temps de travaux pour les employés aussi, mais il y a des petites optimisations à faire aussi pour les travaux qui sont effectués par les travailleurs plus spécialisés ou carrément l'exploitant, là, tu sais, comme fauchage, désherbage, tu sais, dans des pommiers, des gabarits plus petits comme des nains, là, est-ce que ça vaut la peine de faire le désherbage à part du fauchage ou tu peux combiner les deux? Est-ce que tu vas travailler juste sur un côté ou tu vas travailler central, faire les deux en même temps? Mais si tu désherbes puis tu fauches en deux opérations, puis que tu fais rien qu'un côté à la fois, versus quelqu'un qui va passer une fois dans le centre, puis qui va faire les deux côtés, que tu sois désherbage mécanique ou conventionnel, ben c'est 4 fois plus de passages, là, faire le tour en deux opérations versus là, tu sais, l'extrême d'un bord, l'extrême de l'autre, là. Là, il y a une question d'équipement là-dedans, de technologie, de comment on a notre setup de machine. Puis on va avoir un autre webinaire sur les technologies également dans le Ouais, verger. c'est ça, on Je pense que n'empiètre les pas trop producteurs sont là-dessus. toujours à l'affût d'optimiser leurs opérations. Puis il y a un volet technologique là-dedans qui a également des coûts. Tu sais, de renouveler notre équipement. Puis tu sais, là, comme tout, dans le fond, là, tu sais, on veut s'améliorer, mais il y a de l'investissement aussi à prévoir. Puis comme a dit Sylvain, ben, tu sais, pour pouvoir investir, il faut qu'on soit rentable avec les parcelles qu'on a. C'est ça. Puis l'autre point de discussion, c'est productivité versus rentabilité. Je pense que là, on l'a vu dans le tableau de sensibilité, comme tu disais, Sylvain. Euh, Même si on a une forte productivité en termes de tonnes hectares, mais on n'a pas de prix, mais on n'a pas de rentabilité. Donc, c'est pas nécessairement en augmentant le rendement, donc productivité en soi, que nécessairement on atteint la rentabilité. C'est une combinaison. Exact. Fait que rentrons là dans le sujet. Il y a une question? Ah oui. Non, mais sinon, rentrons là dans le sujet.
Et d'actualité, la modernisation, donc renouvellement des vergers. Vous renouvelez chez vous, ça, dans vos entreprises. Vous voyez les coûts associés à ça également. Vous voyez des avantages. Euh, Gain de productivité, meilleur rendement en qualité. Sinon, plus de coûts. Ça coûte cher la modernisation. Puis après ça, tout ça dans la rentabilité. Vos impressions par rapport à la modernisation des vergers. Il va en premier. Vas-y. À toi l'honneur. Comme on disait, c'est ça, au niveau de la pomme, c'est un domaine très varié. C'est ça, la diversité des modèles. La diversité des modèles, puis on le voit tout le temps. On le voyait avec les jeunes CSCPA qui, des fois, trouvaient toujours que c'était un challenge faire l'enquête de coût de production des pommes parce qu'il y a tellement de variables par rapport à. Si on prend les grandes cultures, le maïs grain, il n'y a pas beaucoup de variations. Ils vont peut-être des fois avoir une petite différence de largeur entre les rangs, mais c'est minime. Dans les pommiers, on a autant de modèles possibles qu'on a de producteurs. Puis je pense qu'il n'y a pas effectivement, il n'y a pas de recette miracle qui va convenir à tous. Je pense que chacun doit y aller avec ce qui est le plus à l'aise, dans le fond. La capacité d'investissement. La capacité d'investissement, c'est bu un petit peu. Chez nous, on a opté là, pour aller vraiment vers une densité plus élevée. Des coûts naturellement très élevés. Puis j'avoue que présentement, c'est plus les autres parties de l'entreprise qui financent la replantation que juste la partie verger comme telle. Mais on le fait dans l'optique un petit peu de voir que on va avoir une production plus rapide des variétés qui sont en demande pour les consommateurs. Parce qu'on voit que le goût des consommateurs change, évolue rapidement. Puis je pense qu'on peut peut-être plus partir avec l'idée qu'on va planter un verger puis que dans 30 ans, ça va être encore les mêmes variétés. C'était le cas autrefois. Maintenant, ça évolue rapidement. Puis, au niveau variétal. Au niveau variétal. On va être capable de replanter peut-être à une fréquence plus rapprochée, possiblement. Il y a sûrement des variétés qui vont être là pour longtemps, mais il y en a d'autres qui vont ne faire que passer, puis qu'il faut peut-être s'attendre que dans 20 ans, on va être obligé de les renouveler. Si je regarde au niveau du maïs sucré chez nous, j'ai aucune variété présentement que j'avais il y a 10 ans. C'est toutes même les meilleures variétés que j'avais il y a 10 ans ont tous été dépassées par des nouveaux hybrides. Le développement est plus rapide un petit peu dans les légumes, naturellement. Plante annuelle aussi. Donc, il n'y a pas 5 ans d'attente avant d'avoir une production. Il n'y a pas 5 ans d'attente, mais c'est sûr que on est dans un monde moderne qui évolue rapidement. Ça fait qu'il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu la même chose au niveau des variétés de pommes. Fait que nous autres, c'est un des gros avantages qu'on voit de planter plus dense pour avoir une production plus rapide, pour avoir un verger qui va peut-être évoluer plus rapidement. Mais ça vient des coûts très importants. Éric, moins dense chez vous? Un petit peu moins dense, ouais. Ça vient peut-être un peu du fait aussi que il y a moins de deuxième génération de pommiers nains dans notre région, là. Fait que si tu veux agrandir l'entreprise, il faut t'acheter du fond de terre. Il n'y en a pas beaucoup là, avec des pommiers nains, là. Fait que faut que tu replantes, puis il faut t'arracher tout, puis tu replantes tout. Fait que tu peux pas dire OK, je veux densifier, mais je reste dans le nain, ça va être le même genre de machine. Mais là, je vais rapprocher les pommiers sur le rang. Non, faut que tu changes tout, là. Puis nous autres, on est dans. L'investissement n'est pas le même, là. Ouais, puis on est sans aucun préjugé par rapport aux semis-nains, parce que nous autres, ce qui a financé notre replantation de nains, c'est des pommiers semis-nains. Fait que, ouais, oui, avec des gros tonnages, puis des défis pour faire de la qualité, parce que c'était c'était un peu ce qui est, comment je pourrais dire, qui est drôle, là, c'est qu'on avait de la très haute densité de seminaires, puis des très gros tonnages.
Puis on est un peu comme tanné de se battre avec des branches puis des feuilles, là. Fait que nous autres, mais tu sais, on avait déjà, c'était un autre type de taille aussi, là. Tu sais, l'important, là, c'est pas de faire un débat sur la densité, là. L'important, c'est de maîtriser la densité que tu choisis. Fait que faut que tu sais, il y a une taille, il y a un type de taille qui vient avec une certaine sorte de densité. Puis nous, on avait un projet de replantation d'un verger, un ex-verger qu'il fallait replanter, qui était gros pour notre grosseur d'entreprise. Fait qu'il a fallu faire des choix pour essayer d'avoir le plus possible un retour sur l'investissement rapide. C'est la même idée, mais il y avait 15 hectares à planter. Fait que là, tu sais, à trop gros de coûts à l'hectare, ça ne l'aurait pas fait. Fait que, on est resté dans notre densité qu'on avait déjà, un taux de 1700 pommiers à l'hectare. Avec la taille qui va avec, là, puis le défi, ben, c'est sûr, c'est comme dans toutes les densités, c'est de s'assurer que tu te rends assez vite à 10-12 pieds de haut là, pour avoir. Si tu occupes la canopée, peu importe la densité, tu risques d'avoir certains résultats, là. Mais dans l'objectif quand même, nous autres, on travaille avec les récolteuses depuis 2 ans, là. On réussit à faire des journées sans escabeau. Fait que ça, c'est une petite victoire, là. Et on est encore à cheval sur 2 systèmes de production, donc 2 sets de machinerie. Fait qu'il y a plusieurs variables, puis chacun fait ses choix finalement en fonction de sa réalité. On a répété, il y a plusieurs modèles possibles. Naturellement, ben, je pense que peu importe les choix qu'on fait, on doit quand même miser sur un modèle qui va nous permettre justement de mécaniser un petit peu plus, Ouais. soit au niveau des plateformes de récolte, de taille mécanisée. C'est sûr que c'est là qu'il peut éventuellement avoir des économies, parce qu'on sait que la main-d'œuvre va toujours continuer à être un enjeu. Il n'y a pas de répit à l'horizon de ce côté-là. On sait peut-être même qu'il va y avoir des nouvelles normes pour les logements de travailleurs étrangers, des coûts supplémentaires encore. Ça fait que les seules façons de s'en sortir un petit peu, c'est d'essayer d'être plus efficace au niveau de nos opérations à verger. Fait que peu importe le système de plantation qu'on choisit, il faut toujours garder ça en tête. J'avais là, sur la diapositive la rentabilité plus rapide si la densité est plus élevée. C'est pas tout le temps vrai. Encore là, Les, en les, fonction de l'investissement, puis du service de la dette, puis les études ailleurs tendent à le démontrer. Nous autres, dans nos enquêtes de coûts de production, on ne peut pas vraiment le voir parce que c'est pas assez, c'est pas fait dans ce but-là. Si on se fie aux études ailleurs, oui, en augmentant la densité, généralement, on augmente le rendement plus précoce. Euh, mais c'est quand même, ça vient avec effectivement des investissements plus importants. Puis, encore là, on distingue rendement puis rentabilité. c'est probablement vrai quand que toutes les conditions vont bien, sauf que la marge d'erreur est beaucoup plus faible quand on va vers des densités plus élevées. Si on fait des erreurs, ils vont coûter beaucoup plus cher qu'à plus faible densité. Fait que la marge de manœuvre est faible dans ce cas-là. Le défi, c'est le même, là. Combinaison variété porte-greffe. Ici. Les variétés, on voit de plus en plus les variétés sensibles à la charge pour la qualité, là, tu sais. Faut faire attention de viser les maximums de tonnage dans certaines variétés parce que c'est un optimum qu'il va falloir viser, sinon ça ne colore pas, là. Tu sais, il y a des variétés qui vont être moins sensibles à ça que d'autres. On sait que les Spartans, c'était pas trop sensible à ça, mais là, c'est plus à la mode, là. Fait que peut-être Gala est un petit peu plus flexible, là. Mais Ambrosia et Honeycrisp, j'ai vu des expériences. Il y avait une sensibilité à la charge, là, pour avoir de la qualité sur le fruit, là. Je me rappelle, en discutant, en préparant le webinaire, Eric, tu m'avais dit à un moment donné de se baser sur des succès, de ne pas se baser sur des échecs, en fait. On fait beaucoup d'essais-erreurs,
Ouais. Donc, on va avoir un échec, puis on va dire, c'est peut-être pas assez dense, il faut densifier davantage, un exemple. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par ça, de vraiment se baser sur des succès versus des échecs? Ouais, ben, mettons, tu plantes à une certaine densité, puis ça se rend pas, là. Tu sais, les arbres se sont pas rendus à hauteur de la dernière broche avec assez de vigueur, là. Fait que c'est sûr que tu risques moins d'aller vers les plus que 40 tonnes hectares. Mais, euh, tu sais, un producteur va regarder ça et il va dire, ben, je vais rapprocher mes arbres. Puis c'est logique, j'en ai des parcelles de même, là. Je regarde la distance, tabarnouche, j'aurais dû les planter. Plus dense. Ouais, à 3 pieds au lieu de 5 pieds, tu sais. Ouais. Puis il serait parfait, là. Ben, il n'est pas parfait, mais ça serait mieux. Mais on a adopté, tu sais, comme je vous dis, nous autres, on avait un projet, il fallait restreindre les coûts. Fait qu'on a changé le porte-greffe, puis on a calé certains porte-greffes. Il y a des porte-greffes qu'on avait éliminés parce on avait eu des problèmes de brûlure avec. Fait que là, on avait moins de choix de porte-greffe. On a joué avec du M20, on est retourné dans du M26, puis du B9 pour les variétés trop poussantes. Puis quand on a eu accès à DG, là, on a vu des beaux résultats aussi, tu sais. Mais on s'est dit, nous autres, OK, on va changer le porte-greffe, descendre un peu les points de greffe pour avoir plus de vigueur, pour essayer d'avoir des bons résultats dans la même densité. Mais les deux ont raison, là. Ça Il y a dépend plusieurs solutions. comment tu veux travailler ton verger. Tu veux-tu mécaniser? Tu sais, la Darwin, ça peut être utilisé, mais dans la branche trop complexe, ça ne marchera pas trop bien, je pense. Là. Tu sais, les gros fouettes verticaux, là, ça a tendance à se tirer sur le fil, puis ça ne marche pas. Là. Fait que, tu sais, le hedger, peut-être. Ça va dépendre. Tu sais, c'est des choix d'entreprise. C'est ça qui est fascinant avec la pomiculture. Ça fait pas longtemps que j'œuvre, pas aussi longtemps que vous autres dans le domaine, mais il y a plusieurs facteurs. Puis là, quand je vous entends parler de porte-greffe, là, ça devient. Il y a un autre niveau de complexité qui s'ajoute. Mais on avance dans le webinaire. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Je vais laisser du temps pour les questions. Encore une fois, un rappel, là, s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour ceux qui nous écoutent. On voulait quand même spécifier, encore revenir sur le fait que l'étude des coûts de production, donc de 2022, tout est sur le site Internet des PPQ. Je vais le remontrer à l'écran ici. Là, on a le document. Si vous allez dans la section coûts de production, on a les tableaux de coûts de production indexés 2023-2024. Dès qu'on a 2025, on l'ajoutera au site également. Mais il y a d'autres outils aussi que, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des projets d'implantation de vergers, donc pour faire les choix, pour faire des analyses, étudier vos options que vous avez selon le modèle que vous voulez. En fait, votre vision de la pomiculture. Hein? Chacun a sa vision d'entreprise là-dedans. Il y a également les budgets du CRAAC, donc les références économiques. Le budget pomme vente aux emballeurs, donc plus pour un modèle qui voudrait viser les agents autorisés là, pour produire de la pomme, pomme qualité Québec, là, classée, emballée pour les épiceries du Québec ou les autres marchés. Et il y a un autre budget, là, la vente directe aux consommateurs, donc plus pour un modèle justement de marché de proximité, que ce soit kiosque à la ferme, autocueillette, marché public. Donc, c'est deux autres outils qui existent. La différence entre un budget et un coût de production, Sylvain? Un budget, c'est ce qu'on devrait faire selon toutes les recommandations économiques qui existent. Tandis qu'un coût de production, ben, c'est une étude de ce qu'on fait vraiment. Un exemple, des fois, c'est au niveau de la pollinisation. C'est sûr que si on regarde les recommandations agronomiques, c'est 2 ruches à l'hectare. Bon, mais on sait que. C'est basé sur un comité qui se réunit puis dit, bon, ben, les meilleures pratiques dans le milieu, c'est 2 ruches hectares, donc c'est ça qu'on va mettre dans le modèle, dans le budget, c'est ce qu'on budgète. C'est ça. Tandis que dans le coût de production, ben, c'est ce qui est enquêté chez les entreprises. Ça fait que des fois, ben, on a des gens qui répondent ben, moi, je n'ai pas besoin d'en mettre parce que mon voisin en met des ruches. Ça fait que, il économise sur il économise sur ce coût-là. Ça fait que c'est un petit peu ça la différence. Le coût de production, c'est ce qu'on constate vraiment sur les entreprises. Tandis qu'un budget, c'est ce que les gens devraient faire.
C'est beaucoup, les institutions financières vont beaucoup utiliser beaucoup plus les budgets pour essayer d'avoir une prévision de la rentabilité future d'une entreprise, voir s'ils peuvent prêter, s'il y a Développer la des modèles capacité. d'affaires, aller emprunter, là, C'est des ça. plans d'affaires, donc ça en fait des budgets. On utilise tous les outils qu'il y a mais présentement parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils disponibles maintenant. Tu parlais des budgets du CRAC, il y a aussi le fichier profitabilité pour Ouais. les nouvelles plantations. Ça fait que c'est sûr que c'est tous des outils qui étaient moins disponibles autrefois, mais qui sont très faciles à utiliser, puis que les gens peuvent facilement utiliser le données personnelles, puis les mettre dedans, puis faire des différents scénarios. Je pense que toi-même, Éric, avant tes plantations, tu fais différents scénarios comme ça pour voir. Oui, c'est important. La profitabilité, je l'ai utilisé beaucoup. Puis entre autres, c'est important de mettre ses propres données dedans aussi, là, selon le type de sol. Bon, une question C'est là-dessus. quoi tes Si, résultats, là? quand on vient de calculer nos propres coûts de production, là, on a un modèle, on a des références. Quand vient le temps de calculer notre propre coût de production sur notre entreprise, c'est quoi les erreurs les plus communes qu'une entreprise pourrait faire, là, d'oublier certains coûts ou de les surévaluer ou de mal les calculer? C'est quoi l'erreur à ne pas faire? Ben, je pense que souvent, par expérience, on voit que les producteurs ont tendance à sous-évaluer le dépense, le coût. Surtout des fois les temps de travaux, là, Ouais. que c'est toujours sous-évalué. Ils ont tendance à dire ah ben je vais aller faire un petit 5 minutes d'ouvrage, je vais voir comment que je vais être capable d'en faire. Puis là, on multiplie ça sur une journée de 10 heures, mais c'est pas toujours le cas, là. Des fois, on oublie. Souvent, les producteurs vont oublier toutes sortes de petits détails. Des fois, toutes les heures qu'ils passent à faire de la gestion, à faire du travail administratif, c'est souvent oublié dans les heures. Mais c'est important aussi. Puis, des fois, il y avait une question dans tout ce Canada Gap. Ouais. Est-ce que tout a été mis? Est-ce que les gens ont pensé là-dessus aussi, pas- pas juste le coût annuel du frais de l'inspection, du C'est ça. relevé, mais le Puis, temps que tu mets là-dedans. les analyses d'eau supplémentaires, les questions de toilettes chimiques, tout ça, des fois, c'est toutes des petites affaires que les gens oublient de calculer, mais ça finit que des fois, c'est ce qui fait la différence entre un petit peu de rentabilité ou pas du tout. Ouais, ben, j'ajouterais que si tu peux prendre des décisions dans ton entreprise, euh, le coût de, tu sais, prendre ton coût de production global puis le comparer à la ferme modèle, c'est une chose. Mais si tu veux prendre des décisions de gestion dans l'entreprise, ça devient beaucoup plus, comment je pourrais dire, exigeant, là. Mais il faudrait que tu pousses à aller faire le coût de production par parcelle ou au moins, tu sais, Mesurer. tu Comme tu disais tantôt, là, ben, c'était plus au niveau des. ouais, mais la transfo, tu sais, Ouais. les premières années que j'ai compilé mes rendements, tu viens me faire un total. Ouais, mais là, les transfos, je les ai pas comptés par parcelle. Fait que là, bon, mais ça vaut rien. Je suis obligé d'y aller au prorata. Fait que la deuxième année, tu te dis, ben là, on va être obligé de prendre d'une façon beaucoup plus simple que pour la belle pomme, mais on fait le jus l'automne, puis les employés, OK, ils mettent les bennes au bout de chaque parcelle, puis avant de les ramasser, OK, 5 bennes dans celle-là, 6 bennes dans celle-là. Si tu veux avoir des données qui veulent dire quelque chose, je sais bien que le jus, c'est pas la même valeur ajoutée, mais quand même, tu sais, si tu veux savoir c'est quoi le potentiel, puis tu veux comparer Parcelle tes par données, parcelle. ouais, tu veux savoir c'est quoi la parcelle que je devrais bûcher en premier. Tu Mhm. sais, des fois, il ne faut pas juste que tu te fies à la valeur de la pomme au minot, mais une parcelle va rendre plus qu'une autre. Puis, tu sais, même si tu as plus de transfo dans une parcelle, elle va te sortir plus de belle que l'autre parcelle qui fait presque juste de la belle, là, tu sais. Tu sais, C'est tout un exercice, mais ça vaut la ouais, peine mais tu n'es pas obligé d'aller tu sais, à diviser ton champ en 10 parcelles puis 10 petits coûts de production, mais tu peux dire, OK, les temps de taille dans telle parcelle, ça prend tant de temps. Tu sais, séparer les pommes par catégorie quand tu les sors, ça peut aider, là.
des fois, il peut y avoir des surprises parce que ça peut. Une vieille parcelle de Macintosh envoyée toute à la sauce peut peut-être se retrouver plus rentable qu'une parcelle de Spartan qui va être difficile à vendre. Faut jamais partir avec des idées préconçues. C'est une bonne leçon. Il reste 10 minutes au webinaire. Fait que, encore une fois, dernier rappel, s'il y a des questions ou des commentaires, allez dans le clavardage, partagez avec nous vos impressions. Pour conclure, dans le fond, nous, c'est ça, il y a plusieurs outils, plusieurs modèles, on le répète, mais d'aller mettre ses propres chiffres dans les modèles. Puis là, on revient à ce qu'Éric disait. D'abord, il faut bien les mesurer, nos propres chiffres, il faut bien les évaluer. Des fois, on n'évalue pas tout, on sous-estime même, comme disait Sylvain. Mais dans les modèles différents modèles, il faut faire différents scénarios. Puis, en fait, voir les résultats après ça, puis prendre des décisions éclairées. Il y a une question? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, OK. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le coût de production. Selon vous, quel est le plus important? Main-d'œuvre? Main-d'œuvre, oui, c'est le coût principal. Oui, si on a un endroit qu'on peut peut-être économiser, travailler, c'est effectivement sur la main-d'œuvre. C'est le coût principal. Aussi, probablement, peut-être l'autre point, c'est d'améliorer soit son rendement, quantité ou qualité. Ce qui va avoir une grosse influence, je pense, parce que là, ça va venir influencer le revenu aussi. Et comme on disait, au niveau de la main-d'œuvre, ben, le salaire minimum, pas tout, bon, il va augmenter. Mais aussi l'élément qui est en suspens en ce moment, là, il y a un projet de règlement qui a été publié sur les modifications aux normes de logement. Ben, c'est rentré dans la politique, là, mais c'est sûr que la main-d'œuvre en pomiculture elle est plus intensive à l'automne pour la récolte. Donc, on parle de 6 semaines de travail intensif. Donc, à t'apporter des changements significatifs, d'investir dans les logements de travailleurs pour 6 semaines d'occupation ou un petit peu plus d'occupation, ça répartit pas le coût là, sur l'ensemble de la saison. Mais, d'autres commentaires, Éric, sur l'ensemble de la question? Oui, la main-d'œuvre, puis les coûts rattachés, comme tu dis, le logement, là, si on prend. Ce ne sont pas juste saisonniers, nos travailleurs, là, c'est ultra saisonnier, là, parce qu'il y a Ouais. une partie des travailleurs qui va être là pour peut-être 6 semaines à la récolte. Là. Fait que, tu sais, puis l'idée, c'est ça fait partie aussi des décisions lors de la replantation. Là, tu vas vers des gabarits d'arbres qui vont être moins à tailler en raquette l'hiver, puis peut-être plus à travailler l'été. Tu sais, alors que tu as ta main-d'œuvre qui veut rentrer, tes gars veulent tous venir plus que 6 semaines. Là. Ils veulent venir 3 mois, 2 mois. Tu sais. Fait que, essayer de. Tu sais, en tout cas, c'est une chose qu'on préconise. Essayer de tailler moins, mais peut-être d'éclaircir plus. On ne peut pas mettre autant de travaux, mais on a des employés ou plus de taille d'été. Parce que les employés sont disponibles à ce moment-là et sont plus productifs. Là. En lien avec ça, on a un commentaire. Une bonne gestion de la charge des pommiers est un levier très puissant, autant au niveau des charges que des revenus. D'arriver à gérer sa charge de pommiers avec l'éclaircissage, dans le fond, c'est un calcul qui est difficile des fois à faire, mais il y a des outils qui existent pour ça, puis on s'améliore, je pense, là-dedans. Oui, c'est un art l'éclaircissage, mais c'est sûr que si on réussit mieux, puis c'est toujours, je pense que c'est toujours le but, on va toujours viser plus à faire un éclaircissage chimique ou mécanique là, au départ, puis l'éclaircissage manuel va venir après. Mais c'est sûr que, comme Éric, je pense qu'il ne faut pas oublier que la gestion de la main-d'œuvre maintenant est quand même très différente.
C'est un avantage, la main-d'œuvre étrangère, mais en même temps, il y a une obligation, c'est de trouver de l'ouvrage. Fait que des fois, on va changer un petit peu les méthodes de travail en fonction de ça pour les occuper. Fait que, Ouais, parce que, Merci des questions et des commentaires là, qui rentrent. Ça anime la discussion. ouais. Ouais, Eric, c'est Ben, des méthodes, tu sais, si t'es plus dense, peut-être la taille courte, c'en est une. Tu sais, les gourous de la taille, si on peut dire, là, qui viennent nous donner des techniques, ils vont dire, ben, la première éclaircissage, c'est la taille, là. Fait que le nombre de bourgeons dans l'arbre, c'est à essayer. Si t'es en taille courte, ben, je pense que ça aide déjà beaucoup pour ça. Mais si t'es pas en taille courte, ben, faire de l'extinction pour enlever des bourgeons s'il y en a trop. Sinon, trop de fleurs pour rien, là. Tu combats tout l'été après ça à essayer d'enlever des fruits, là. Je ne me lancerai pas dans un webinaire sur la taille, là. Ça serait un sujet à discuter. Dernier mot de la fin, des choses qu'on n'a pas mentionnées, que vous vouliez peut-être aborder avant pour voir. Ça fait le tour de la question. Merci beaucoup de votre participation. Moi, j'ai eu beaucoup eu de plaisir à préparer ça avec vous autres. Puis, je pense que l'étude, elle peut servir, là, dans le fond, à plusieurs. Puis, c'était le but du webinaire aujourd'hui pour diffuser l'information. C'est ce qu'on souhaite, que le plus de gens possible l'utilisent, puis la regardent, puis se comparent avec. Pour terminer, ben encore merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde qui a écouté. Puis, on vous donne rendez-vous. Je pense que tu avais une question. Il y avait une question? Oui, il y a une question. Une dernière question? On va prendre une dernière question. Je ne sais pas, moi, je ne les vois pas apparaître ou ils apparaissent avec un délai. Tu dis, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Un coup d'implantation. Ça dépend de la densité, ça dépend. On parlait justement en préparation les poteaux de palissage. Mm-hmm. L'espacement entre les poteaux dans le palissage. Ouais, puis... beaucoup de variables là-dedans aussi. Ouais, tu sais, ça représente quoi en coût de 2024? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié aussi pour un petit point tantôt, quand on parle d'optimiser, là, les rangées longues ont tendance à couper les coûts si tu t'en vas vers surtout des structures avec des quincailleries de palissage, là, comme à poteau de béton, là, comme on utilise, là, pour pas le nommer Valente, là. Les dépenses se passent beaucoup dans les bouts de rangée. Fait que si tu fais un hectare typique, 100 mètres par 100 mètres, ça coûte tant. Mais si tes rangées, ils s'en vont vers 200 mètres, bien là, ça va te prendre la moitié de la largeur pour avoir un hectare. Donc, tes rangées longues, ils se rentabilisent. J'arrivais à peu près à 10% de réduction sur les coûts strictement de palissage. Parce qu'un hectare, c'est pas nécessairement un hectare. Ben, non, ben, c'est ça. Un hectare avec des rangées de 100 mètres, de 150 mètres, de 200 mètres, vous pouvez faire de la simulation, là. Il y a des coûts à sauver, puis ça ne comptait même pas l'irrigation. Là aussi, il y a des coûts parce que ton main, il passe au bout, là. Fait que c'est des choses. Les coûts d'implantation, ça va varier avec la densité, puis c'est pas sorcier, là, c'est les pommiers, là. Les pommiers, c'est la grosse. C'est la grosse dépense. Moi, le palissage, j'arrivais dans les alentours de 22 000 à 23 000 l'hectare, toute Valente, là. Mais les pommiers, ça mais ça montait à approche 40 avec les pommiers, mais j'étais à 1666 pommiers hectares, là. C'est ça. Puis là, en haute densité, on peut parler de 75 à 100 000 à l'hectare, tout dépendant de l'âge des pommiers aussi qu'on prend, du gabarit de pommiers qu'on implante. Mais ça, je pense que quelqu'un... C'est un bon point. C'est bon qu'on ait ça parce que tout est variable. Les systèmes de structure il y en a plusieurs aussi. Ça, c'est encore pareil. Les gens peuvent facilement utiliser profitabilité pour tout faire le scénario puis avoir une... profitabilité du crack qui est disponible. C'est là-dedans, là, tu modélises ça, puis tu vois le graphique de valeur nette ajustée, puis là, tu essaies de corriger pour tes rendements, puis de ce que tu espères. Puis des fois, on n'a pas toujours ce qu'on espère, là, mais ça te permet de voir, OK, c'est quoi, là, ça va coûter moins cher, mais ça va rapporter. C'est vrai que quand c'est moins dense, ça rapporte moins vite. 30 pommes dans un pommier, à peu près
peu importe c'est quoi le gabarit, la première année que tu as 20 ou 30 pommes, c'est la même chose pour tous les pommiers, hein. Mais c'est parce que quand tes pommiers sont plus proches, ben, tes 20 ou 30 premières pommes la première année, mais ça te fait plus de pommes dans ton hectare. À long terme, l'autre, il rattrape. Une pomme, c'est une pomme, une fois toujours. C'est ça. Au mot de la fin, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour le deuxième webinaire de la série Pommes branchées qui porte sur les technologies qui débarquent en verger dans le clavardage. Là, Charlotte s'est fait un plaisir de partager le lien pour vous y inscrire. Donc, c'est un rendez-vous. Merci encore une fois à tout le monde qui nous a écoutés. En rappel, ça va être en rediffusion sur la chaîne YouTube des PPQ. Merci encore une fois à vous deux. Puis, bon restant d'hiver, bon printemps, Bon taillage. bon taillage, puis la taille qui commence en effet. Fait que, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci. Bonjour à tous.